Bonsoir Corneille, merci de venir nous voir. Vous vivez au Québec, vous êtes de passage à Paris et vous passez par France Info, on est très touchés. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous avez été révélé en 2002 avec cette fameuse chanson et album éponyme. Parce qu'on vient de loin, on l'a tous chanté et on l'a encore tous chanté aujourd'hui toute la journée. Désolé. Non, vous excusez pas. On est content, on aime bien. Dans cette chanson, vous faisiez référence au massacre de votre famille à l'occasion de la guerre fratricide au Rwanda. C'était en 1994. Vous aviez 17 ans. Dans une autobiographie, vous aviez parlé de cela et vous sortez votre deuxième livre qui s'appelle La mélodie du pardon. C'est pas vraiment une autobiographie, même si ça parle de votre vie. Comment vous définiriez comment vous présenteriez ce livre? Ouais, il est dur à définir. Hein. Premièrement, c'était un prétexte pour ressusciter mon papa, parce que quand je suis devenu papa à mon tour, la paternité, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'école pour ça. Donc normalement, le premier recours, c'est tu prends le téléphone, tu appelles papa pour dire comment on fait là. Et moi, le mien n'était pas là. Donc déjà, dans mon premier livre que j'avais écrit, qui était sorti en 2016, je me servais de mon père comme appui, comme ça, et je le ramenais pour qu'il me donne des réponses sur des grandes questions de la vie. Et il récidive, donc c'est toujours un prétexte pour essayer de parler à un père que je n'ai plus depuis l'âge de 17 ans. Et donc c'est un livre où je parle de pardon, j'essaie d'aller à la source. La question qu'on m'a toujours, c'est probablement la question qu'on m'a le plus posée, c'était, après tout ce que vous avez vécu, comment, qu'est-ce qui explique que vous n'êtes pas rempli de haine et plutôt le contraire en fait. Et donc ce livre, dans ce livre, je vais à la recherche d'une réponse pour essayer de la partager. Donc c'est un livre où je parle de pardon, évidemment. Puis c'est un livre où j'essaie de faire un peu de philosophie. Il y a beaucoup de spiritualité aussi. Et j'essaie de faire un petit peu de littérature aussi, parce que comme je fais de la chanson, les mots sont très importants pour moi. C'est un livre qui peut-être... j'aborde certaines thématiques sous des angles pas conventionnels. Il y a des choses que je dis, je pense, qui vont étonner les gens. Mais c'est précisément mon but. J'espère faire réagir, mais toujours en amour. Qu'est-ce qui étonne en général dans ce livre? Mon rapport avec le mal, par exemple. Mon optimisme par rapport à notre espèce humaine. Oui, par exemple, quand vous citez Spinoza et que vous dites « tout est à la bonne place », c'est-à-dire que tout est juste, après ce que vous avez vécu, dire « tout est juste », c'est étonnant. Ouais, en fait, je me suis rendu compte à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais en mesure de prendre le pouls de mon bonheur, de savoir, voilà, je suis capable d'identifier les choses qui me rendent heureux aujourd'hui dans ma vie. Et ce sont des choses très spécifiques, et c'est plutôt des personnes bien spécifiques. C'est mon épouse, c'est nos enfants. Et mon bonheur ressemble à quelque chose, en fait, quelque chose de très précis, et qui est en fait le résultat de toute ma vie jusqu'ici. Donc je peux pas me contenter. Il y a un film de Denzel Washington où le personnage dit faut prendre le bon comme le mauvais. Tu peux pas juste dire je prends le bon, mais le mauvais on l'écarte de sa ligne de vie. Et moi j'ai été obligé de constater, d'accepter que le pire de ma vie fait aussi partie de ma vie et est en partie responsable de mon bonheur présent. Oui. Et c'est une façon très un peu longue pour dire finalement, la souffrance n'a-t-elle peut-être pas une autre fonction que juste de nous faire mal? Est-ce qu'on ne peut pas s'en servir, justement? Est-ce que les choses qui nous ont fait le plus mal ne sont pas utiles au final? Oui, tout à fait. Pour reparler du pardon, effectivement, il y a des choses étonnantes. Vous dites, par exemple, pour arriver à pardonner, il faut se pardonner soi-même. Ouais. Mais vous êtes victime. Qu'est-ce que vous avez à vous faire pardonner ou à vous pardonner? Ça c'est un petit peu c'est un recours très irrationnel, je l'admets, de la personne qui a subi l'injustice, l'abus, qui a connu la violence par la vie ou par les gens. C'est toujours se poser la question, est-ce que j'y suis pour quelque chose? Est-ce que j'aurais pu l'éviter? Est-ce que j'aurais pu et évidemment la réponse est très souvent non.
Oui. Généralement, effectivement, on n'est qu'une victime. Mais c'est quand même quelque chose qui nous habite et qui finit par définir nos comportements et nos capacités à s'en sortir. Comment vous en êtes libéré de ça, justement? Probablement, à un moment donné, je me suis rendu compte que le statut de victime avait une fonction, mais qu'à partir d'un certain... passer une certaine étape dans sa vie, ça devient problématique. Ça devient plus un boulet, finalement. Ouais, ça devient plus un boulet. Et surtout, c'est un drôle de boulet parce que c'est un boulet qui donne l'impression qu'il nous protège. On peut s'en servir comme béquille. On peut s'en servir pour écraser les autres aussi. On peut très facilement dire « Ouais, moi j'ai droit à tout parce que j'ai souffert plus que les autres. » Et ça ne fait pas avancer, ça ne guérit pas. Finalement, ça devient notre identité et on n'est plus nous-mêmes, en fait. Et en fait, on se coupe de toutes les possibilités d'avancement et de dépassement, en fait. Donc là, vous vous estimez plus pas comme une victime? Non, pas du tout. Vous ne l'êtes jamais considéré comme une victime? Si, oui. Pendant une longue période après le Rwanda, plusieurs années qui ont suivi, je me suis considéré comme une victime. Et je pense qu'avec le succès de mon premier album, comme sur tous les plateaux de télé, généralement présenté comme le survivant du génocide rwandais, du génocide des Tutsis au Rwanda, pardon, j'ai fini par me faire croire que ça faisait partie un petit peu de je vais le dire vulgairement, mais un petit peu de ma marque de commerce. Ce cheminement que vous expliquez vers le pardon, justement, c'est un cheminement où assez vite, avant même d'avoir votre succès et d'être heureuse, que vous dites, vous aviez déjà commencé à pardonner? C'est assez intéressant, hein, votre question. La question du pardon n'a été... importante qu'à partir du moment où, par exemple, j'ai rencontré mon épouse et ensuite quand j'ai eu des enfants. Avant ça, la question ne se posait pas vraiment et quand on me posait la question, je répondais un petit peu... je donnais des réponses un petit peu mécaniques, toutes faites, parce que je voulais déranger personne. Voilà, j'essayais de me mettre dans la tête de tous ceux qui m'écoutaient. Mais j'avais pas vraiment encore pris le temps de faire une réelle introspection. J'avais pas fait de psychanalyse, par exemple. Donc, ce n'est qu'après la rencontre de mon épouse, avec la paternité, avec la psychanalyse, la thérapie, tout ça, que je me suis donné le droit d'aller là, quoi, et de me poser ces questions. Ouais. Alors, autre chose plus étonnante, vous évoquez aussi votre période de gloire et vous dites « La notoriété te prend plus qu'elle ne te donne ». Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous prend exactement? Elle est capable, je ne veux pas généraliser, hein, oui. Mais j'ai assez de collègues dans le métier pour pouvoir en parler, mais elle est capable de nous prendre un peu de notre humanité. Il y a quelque chose de très objectifiant dans le fait dans la réalité d'une personne connue du public, où tout d'un coup, ton rapport avec les autres change. Et c'est une surprise, c'est très surprenant, on ne le voit pas venir. Surtout dans les arts, en musique, je peux en parler. Moi, je sais que quand j'écrivais les chansons de mon premier album, à aucun moment l'idée me serait venue de me préparer à, par exemple, être assailli par une horde d'adolescentes à Bastille et ne pas savoir comment me comporter. On a vu des films, puis on voit des documentaires de nos idoles qui se font justement... Mais généralement, on nous montre seulement l'aspect romancé de la chose. Et ça donne envie. Tu dis, ah ouais, c'est ça, être... Et en fait, non, c'est quelque chose qui doit se gérer, c'est quelque chose qui nous change, et c'est quelque chose qui nous transforme en homme ou femme objet, en fait. C'est pour ça que vous n'avez plus envie de faire de musique, là? Non, c'est pas pour ça que j'ai plus envie de faire de la musique. C'est parce que cet appel-là, je pense y avoir répondu. Oui. Et j'ai envie de dire des choses que je n'arrive plus à dire seulement en 2 couplets et un refrain. Le format de la chanson a quand même ses restrictions. Le fait d'accompagner les mots par une mélodie nous permet aussi de nous cacher un petit peu, de nous censurer, mais de se cacher derrière une certaine beauté, une certaine poésie, alors que le livre me permet d'aller dans le fond des choses. Exactement, c'est un livre qui, vous réfléchissez avec ce livre, mais nous on réfléchit aussi, c'est entre... C'est philosophique, livre de développement personnel, récit. Vraiment, je trouve que, voilà, moi, ça m'a fait réfléchir. Donc, je vous conseille vraiment La Mélodie du Pardon. C'est aux éditions XO. Corneille, merci infiniment d'être venu. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup.